Y a-t-il des opportunités d'investissement sur les small et mid cap françaises? C'est ce qu'on va continuer de regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et activez la cloche pour avoir les notifications. On continue notre revue de la côte parisienne. On s'était arrêté à Voyageurs du Monde. On va prendre Synergie, Equasens, Thermador Group, les caisses régionales du Crédit Agricole, on évite. Burel, on évite, c'est une holding. Atos, on va la prendre. Beneteau, on regarde. Placoplâtre, c'est plus coté. Groupe RIT, on prend. Société de la Tour Eiffel, c'est plutôt une rate, donc à l'écart. Elior Group, on prend. Valneva, on va regarder. OB et Mersen. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court bénéfice, ratio court free cash flow, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, il n'y a pas de société financière et pas de décote sauf sur Beneteau, allez voir ça. Rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité opérationnelle, le rendement des fonds propres, qui est une rentabilité plutôt financière, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio, qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende, mais les dividendes payés par les free cash flow. Donc il faut qu'il y ait adéquation entre free cash flow et bénéfice net pour que le payout ratio ait un sens. La première entreprise de la liste, c'est Equasens, anciennement Pharmagest Interactive. On est sur un spécialiste du logiciel pour les pharmacies. Donc une petite mid-cap, on va dire, 888 millions de dollars de market cap, 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même un fonds de croissance qui est toujours là. 17 en VE sur EBITDA, 24 en PE, 24 en price to free cash flow. Bon, c'est relativement cher pour la croissance qui est en face. On a un rendement des capitaux investis qui est à 12%, donc c'est la bonne qualité. Après, c'est du logiciel, donc on s'attend à avoir des rentabilités supérieures à d'autres industries. Bon, 0,3 fois les bids net net, il n'y a quasiment pas de dette, 2,5% de rendement du dividende avec un payout ratio qui est à 52%, donc c'est soutenable. Bon, Equasens, je ne sais pas quelle est la structure de la croissance, comment se comporte la croissance sur les dernières publications, mais pour justifier les multiples relativement élevés comme ceci, il faut que la croissance soit en accélération. Si c'est le cas, pourquoi pas, hein, parce que la rentabilité est plutôt bonne, il n'y a pas d'endettement, le rendement du dividende commence à être intéressant. Donc moi, je trouve ça, bon, je fais pas d'investissement dans la croissance, mais je trouve ça relativement cher pour la croissance qu'il y a ici sur 5 ans. Donc espérons qu'elle réaccélère par la suite pour justifier de tels multiples. Ensuite, on est sur Synergie. Donc là, c'est une entreprise du service, enfin du travail temporaire. 881 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas une forte croissance. Les multiples s'en ressentent, hein, justement, 4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 14 en PE, 13 en price to free cash flow. C'est relativement bon marché, hein, voire pas cher en termes de VE sur EBITDA. On a un rendement des capitaux investis de 7%, on a du cash net surtout. En fait, c'est pour ça que le multiple est faible ici, hein. C'est que l'entreprise, c'est market cap plus dette nette. Si la dette nette est négative, si on est cash net, bah, ça diminue la valeur d'entreprise. Donc, ils ont beaucoup de cash, potentiellement, hein, vu la tête du multiple ici. Donc, il faut qu'ils rendent du cash aux actionnaires, hein. 1,5% de rendement du dividende, c'est pas très généreux, hein. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 millions, 12 millions de dividendes. Donc, le payout ratio est très faible. Il faut qu'ils augmentent ce dividende, il faut qu'ils rendent l'argent aux actionnaires. C'est pas cher du tout, hein, Synergie. Donc, après, c'est très cyclique, puisque c'est du travail temporaire, ça dépend de la conjoncture. Ils sont plutôt français, donc voilà, la situation économique en France n'est pas optimale. D'un point de vue travail temporaire, bon, ben, ça va dépendre du cycle économique. Pour l'instant, c'est pas optimal. Donc, maintenant, vous avez des marges de sécurité sur la valorisation, donc c'est pas très très cher non plus, hein. Voilà. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. La prochaine entreprise de la liste, c'est Thermador Group. On est sur de la distribution. Alors Thermador, je crois, vous me dites si je me trompe dans le commentaire, mais Thermador, c'est tout ce qui est distribution de systèmes de les chauffe-eau, climatisation, etc. On est sur 844 millions de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 10 en VE sur EBITDA, 18 en PE, 15 en price to free cash flow. C'est pas bon marché pour autant, mais c'est pas ultra cher non plus. On est sur une rentabilité qui est correcte, 10,5% de rendement des capitaux investis. Cash net, donc ça c'est bien, 2,6% de rendement du dividende avec un payout ratio à 45%, voire plus faible que cela en free cash flow. Donc ce dividende peut augmenter par la suite. Bon, sous ce type d'entreprise, qui est quand même un peu cyclique aussi, hein, qui va être lié à la dépense en investissement des ménages,
pour le résidentiel. Là, je pense qu'on est un peu cher payé pour le cycle, pour le moment où on se trouve dans le cycle et par rapport au profil de l'entreprise. Après, elle est cash net, bonne rentabilité, bon, pourquoi pas? Moi, je pense que j'attendrai un petit peu que les multiples baissent. Alors Atos, l'entreprise qui a fait faillite, il y a pas très longtemps, hein, donc il y a eu un plan de recapitalisation. Les petits porteurs se sont fait massivement diluer. Est-ce que l'entreprise est sortie d'affaires? Pour autant, je ne le pense pas. En fait, on est sur 810 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est normal, on a cédé des actifs, on a 6 en VE sur EBITDA, 0,2 en price earning, mais les free cash flow sont négatifs. Bon, compliqué à lire, rentabilité opérationnelle négative, donc en fait, d'une part, vous avez de l'EBITDA qui est positif, mais derrière, vous avez des énormes dépréciations qui sont passées, donc votre résultat opérationnel, il est négatif. Après, en termes de PE, pourquoi est-ce que c'est positif? Et bah, alors là, il faut aller regarder dans le résultat financier. Bon, donc à mon avis, pas très lisible, situation compliquée. Ici, vous mettez une dette nette à 2 fois l'EBITDA. En réalité, quand on ouvre les comptes de résultats, il y a de l'IFRS 9, c'est-à-dire qu'il y a de la dette, donc il y a 3 milliards de dettes sur Atos, mais comptablement, en fait, on compte comme si elle a été, si elle a à sa valeur, en fait, on la compte à sa valeur de marché et elle vaut rien, la dette d'Atos, parce qu'en fait, on sait très bien que le groupe va faire défaut sur ces dettes-là ou les rééchelonner, et cetera. En réalité, la dette, elle est beaucoup plus élevée que ça. Sur Atos, c'est très, très, très compliqué encore comme dossier. C'est uniquement pour aller spéculer et se prendre peut-être une tôle, donc je pense qu'il vaut mieux éviter Atos. Allez, Beneteau, on est sur le spécialiste du coup, ils font des catamarans, des bateaux de plaisance en tout cas. 800 millions de dollars de market cap, 6 en VE sur EBITDA, on est à 26 en PE, 7,5 en price for cash flow. En fait, c'est pas cher. Les bénéfices nets sont impactés par la dépense non cash, mais quand on regarde les free cash flow, ils sont plutôt élevés comparé aux bénéfices nets, 3 fois, donc c'est bien. La rentabilité est faible, hein, 3,4% de rendement du capital investi, c'est normal. On est en bas de cycle complètement sur les bateaux de plaisance. Katana est aussi touché par ça. Cash net sur ce dossier, donc en plus il est solide, hein, même sur un bas de cycle. 2,6% de rendement du dividende, et en fait il est très très soutenable ce dividende, puisque les free cash flow sont bien plus élevés que le bénéfice net. Donc Beneteau peut être intéressant pour jouer la reprise, et j'ai oublié de mentionner d'ailleurs 10% de décote sur actifs tangibles, donc il fallait voir la valeur de ces actifs tangibles, hein, mais je pense que ils ont une vraie valeur, hein, ça doit être du stock, des produits finis, les usines, etc. Donc peut-être que c'est pas mauvais comme timing pour aller sur du Beneteau, même si la conjoncture actuellement est plutôt dégradée, hein, et c'est comme si la consommation discrétionnaire, bon, ça c'est les premiers types de dépenses qui sautent, hein, donc attention, mais d'un point de vue quantitatif, en tout cas, ça résiste très bien, hein, donc Beneteau, ça peut être intéressant. Groupe RIT, on est sur le travail temporaire à nouveau, 773 millions de dollars de market cap, 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance plutôt, enfin, un bon socle de croissance, on va dire, 4 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 7 en price free cash flow. C'est value complètement, 6,5 en rendement des capitaux investis, pourquoi pas, une rentabilité correcte. Après, c'est pas intensif en capital comme métier, mais la rentabilité est pas exceptionnelle, et ça doit être impacté aussi par les taxes qu'ils doivent payer, puis que vu qu'ils emploient beaucoup de font du travail temporaire, hein, donc et ça, il faut le prendre en compte. Cash net sur le dossier, pas de problème, 9,5% de rendement du dividende. Ça, c'est copieux, hein, quand même. Donc c'est-à-dire qu'ils nous versent, carrément, quasiment 70 millions de dividendes. Donc ça, c'est le dividende qui est indiqué, hein. C'est pour 2025, et ça, c'est le payout ratio par rapport aux 12 derniers mois. Donc ce dividende-là, s'il est versé, c'est 100% du bénéfice net, hein, donc c'est pas forcément soutenable. Donc voilà. En tout cas, au niveau, ce qui est soutenable pour cette entreprise, ça doit être 40 millions de dividendes, ce qui est quand même intéressant déjà en termes de rendement du dividende. Voilà. Donc groupe Crit, pareil, c'est pas mal. C'est comme Synergie, peut-être un peu plus qualitatif d'ailleurs, un peu moins cher. Il faut voilà, prendre en compte la conjoncture économique et le cycle économique, puisqu'ils sont très très cycliques et exposés à l'économie française, hein, donc à garder en tête. Elior Group, on est sur le numéro 2 de la restauration collective derrière Sodexo. 738 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a aussi un fonds de croissance sympathique. À noter que De Richebourg est présent en capital. Ils ont pris une participation. À mon avis, c'est plutôt une prise de participation dans une optique financière plutôt que prise de contrôle, et ils ont voulu aider le groupe en fait, à redresser l'activité, ce qui est en train de se passer, hein. 6 en VE sur EBITDA. Alors,
En PE, on est quasiment à plus infini, puisqu'ils sont très faibles, les bénéfices, mais ce sont des impacts non cash, puisque quand on regarde les free cash flow, ils sont 100 fois plus élevés, 200 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc après, ce free cash flow à 3, c'est value, 4,2% de rendement du capital investi. Ça, c'est pas superbe, hein, comme rentabilité, mais l'entreprise est encore en redressement. Donc c'est pour ça qu'on a une rentabilité plutôt faible. 2,8 fois l'EBITDA en dette nette. Encore un peu de dette, c'est en train de baisser, mais il va falloir voir, il y a encore une amélioration sur l'endettement pour que le risque du dossier baisse un petit peu. Pas de dividende de verser, normal, priorité au désendettement. Bon, et le groupe, c'est la recovery. Donc la recovery, les dossiers recovery, c'est quand même un peu risqué. Il y a encore beaucoup de dettes, mais on est en dessous de 3 fois les l'EBITDA, donc ça reste gérable, je pense. Et puis le redressement est en marche. Donc Elior Group, si on veut jouer un dossier type recovery, c'est un bon petit dossier pour se placer dessus. C'est plutôt résilient, hein, normalement comme activité, vu que c'est restauration collective, c'est restauration d'entreprise, restauration, université, et cetera. Le seul parti qui peut être touché, ça c'est, tout ce qui est tourisme, on va dire. Mais autrement, c'est, une activité plutôt défensive, hein. Donc, à mon avis, il y a quand même moins de risques que sur des recoveries, dans d'autres secteurs, hein. Donc à garder en tête. Allez, OB, on est sur une ESN, entreprise de services numériques, 735 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a un fonds de croissance sympathique. Ça a ralenti sur les dernières années, hein. Tout le secteur des ESN est encore un peu dans le marasme, mais je pense qu'on a dépassé le bas de cycle et que ça va s'améliorer. 11 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 13 en price to free cash flow. Cette entreprise se paye relativement cher. Vous avez des large caps qui, dans ce domaine, qui se payent beaucoup moins cher, hein. Capgemini alors Capgemini peut-être pas, mais en tout cas, Sopra Steria se paye moins cher que OB. Alten aussi. Et c'est pas vraiment le même secteur parce qu'Alten font aussi la R&D externalisée. Bon, on est sur une industrie, enfin on est sur l'entreprise ici qui se paye un peu plus cher que ses concurrents parce qu'elle avait historiquement plus de croissance et une meilleure rentabilité. On est à 13 en rendement du capital investi, ce qui est bien, hein, pour une ESN. Bon, cash net, 2,6% de rendement du dividende, un PE ratio à 41%, ça peut augmenter largement. Donc OB, c'est pas si cher payé. Pour jouer la reprise, pourquoi pas? La reprise du cycle, pourquoi pas? Moi, je pense qu'elle est en qualité, elle est équivalente à du Neurone, hein. Neurone aussi est un peu cher payé, mais il y a un fonds de croissance sympathique et une bonne rentabilité. Donc OB, pourquoi pas? Alors Valneva, biotech. Donc dès que je vois ça, moi je pars en courant. Les biotech, il ne faut pas y aller dessus. Pourquoi? On regarde, bon, market cap, 718 millions de dollars, d'accord. Croissance du chiffre d'affaires, 8%, d'accord. Résultat opérationnel, rendement des capitaux investis, moins 20%. Alors, il y a pas de dette, il y a du cash net. Comment ils font? Quelle est cette magie? Comment on fait pour avoir, une dette qui est nulle alors qu'on fait des pertes? Et ben, c'est magique, on fait des augmentations de capital régulièrement pour fumer les petits porteurs. Éviter les bibliothèques. Mersen, on est sur un producteur de matériaux pour, en fait, les câbles électriques, les batteries électriques, et cetera. Donc, plutôt niche, mais plutôt bien positionné, hein, comme entreprise. 73 millions de dollars de market cap, 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a un bon fonds de croissance, 6 en VE sur EBITDA, 12 en PE, 18 en price to free cash flow. Pour moi, ça reste value, hein, comme dossier. Même si les multiples de PE et de price to free cash flow ont l'air élevés. Mais d'une part, il y a eu une grosse dépense en capital sur les 12 derniers mois. Ça ne sera pas récurrent. Donc, les free cash flow vont remonter. Sur les bénéfices nets, il faut voir. Donc à 12, c'est relativement élevé. On aimerait être en dessous de 10, mais bon. En VO sur EBITDA, on a 5,6. Donc ça, c'est pas très cher payé. Vraiment, les capitaux investis à 8%, c'est bien pour une entreprise qui est intensive en capital et qui est industrielle. 2,3 fois les EBITDA en dette nette. Attention qu'il y a quand même pas mal de dettes. Ils sont endettés en fait pour agrandir leur appareil productif. Peut-être un peu à contretemps, puisque ils n'ont pas eu le carnet de commandes qu'il fallait en face. Donc, c'est pour ça que le cours a baissé assez largement. Maintenant, ça se reprend tranquillement. 3,6% de rendement du dividende qui est pas soutenable, hein. Attention, face au free cash flow, là, c'est un peu élevé comme payout ratio. Donc, ils vont peut-être baisser le dividende, à moins que, vu que la croissance va se reprendre, les free cash flow remontent. Et je pense que ça sera le cas. Donc Mersen, c'est un dossier aussi que je trouve intéressant d'un point de vue value et pour jouer la thématique de long terme de l'électrification du monde. Donc je pense qu'ils sont bien positionnés sur cette tendance. Voici pour cette revue de cette tranche plutôt mid et small cap de la côte parisienne. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.